Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue chers auditeurs au journal de la radio publique africaine parlée en langue française ce jeudi 2 avril l'an 2026. Passons immédiatement au titre de cette édition. Le parti MSD demande au gouvernement du Burundi d'assister les victimes de l'explosion d'un dépôt d'armes et de munitions au camp militaire situé en zone Nemusaga. Les boissons alcoolisées fortes de différents types continuent de faire des victimes en commune Muyinga de la province Burumuza. Enfin, page tentée, il s'observe une pénurie accrue de médicaments dans différents centres de santé de la commune Gishubi en province Gitega. Et c'est tout pour le sommaire. Restez à l'écoute, le développement des titres dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, ouvrons cette édition par la page sécuritaire. Les habitants de la 13e transversale Maramvya, zone Mutimbuzi en commune Naangwa de la province Bujumbura, alertent pour leurs voisins introuvables depuis 3 jours. Selon les informations recueillies sur place, un citoyen a disparu après avoir répondu à un appel téléphonique. Les conflits religieux ont serré derrière. N'est-ce pas, Emmanuel Niungeko? C'est l'un des citoyens de la 13e transversale Maramvya dans la localité dite Kwisamariro, située en zone de Mutimbuzi, où est érigée l'église chrétienne des apôtres et en sigle. Notre source raconte que le responsable de la dite église était en conflit depuis un certain temps avec le nommé Daniel Bizimana, lui aussi homme de Dieu. Ce dernier a décidé de quitter cette église pour aller installer la sienne dans les environs. Pourtant, ce départ n'a pas plu à François Ndayishimiye, surnommé Rabero, pasteur responsable de l'église Eka. C'est François Ndayishimiye dit Rabero qui était à litige avec Daniel Bizimana au sujet de la gestion de l'église. Daniel a quitté l'église pendant 6 mois et a trouvé un autre lieu de culte dans le quartier de Masanganzira et les fidèles le rejoint. Et a vu cela, le surnommé Rabero s'est énervé et a géré de lui faire du mal. Ces conflits ont perduré jusqu'à ce que pasteur Ndayishimiye aille saisir un officier de la police judiciaire. C'était lundi de cette semaine, le 30 mars 2026. Ici, notre source locale indique que Daniel Bizimana a disparu après avoir répondu à un appel téléphonique. Il s'est rendu chez un OPG pour faire sortir un avis de recherche. Il s'est exprimé et l'OPG lui a laissé rentrer comme il n'y avait personne pour l'accuser, mais lui a signifié de revenir le lendemain. C'est ce jour où il devait comparaître qu'il a répondu à un appel téléphonique vers 5 heures du matin. Il est sorti et depuis son téléphone est éteint. Au moment où pasteur François Ndayishimiye a été arrêté et actuellement détenu dans les cachots de la zone de Mutimbuzi pour des raisons d'enquête, les habitants de la localité demandent que la justice fasse bien son travail afin que Daniel Bizimana soit retrouvé. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le chef de la zone de Mutimbuzi, Albert Hakizimana, mais il n'a pas décroché son téléphone. Ce responsable administratif n'a pas non plus répondu au message lui envoyé via le réseau WhatsApp. Merci à Emmanuel Niungeko. La déclaration faite par Gaspard Baratouza, porte-parole de l'armée burundaise concernant la cause de l'incident survenu dans les dépôts d'armes indique que celui-ci serait dû à un incendie provoqué par un court-circuit. Toutefois, cette version n'est pas partagée par Gratien Lukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise. Selon lui, les explosions des munitions et l'ampleur de dégâts observés laissent penser qu'il y aurait une autre cause que l'incendie. Suivez plutôt Gratien Lukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise. D'abord, on peut se poser la question de pourquoi une base des forces armées, l'endroit où on range, on conserve les munitions, ça se trouve dans les quartiers. C'est presque dans les quartiers. Pourquoi ils ont laissé construire des gens là et pourquoi ils n'ont pas encore déplacé, la base des forces armées. Bon, ça c'est la première question. La deuxième, c'est de se dire
Oui, il y a eu les bombes, ça a explosé, mais en principe, ça devait exploser à la base. Ça devait, ceux qui devaient, disons, atterrir, frapper les maisons, aller dans les quartiers, ça devait être des débris. Mais là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des bombes qui sont arrivées, qui sont tombées sur des maisons et qui n'ont pas explosé ces bombes. Et en même temps, les bombes qui n'ont pas été brûlées. C'est-à-dire que si ça a été brûlé, il y aurait eu les traces de la brûlure de ces bombes. Ce qui veut dire que ce n'est pas, pour moi, je suis convaincu, c'est pas une explosion due à l'électricité. Non, il y a un corps étranger, il y a un élément étranger qui est tombé sur ça. Je pense qu'il faudra que ça soit bien éclairci. C'était Gatien Lukindikidze, ancien officier de l'armée burundaise. Concernant le bilan humain, le porte-parole de l'armée burundaise, le général de brigade Gaspard Baratuza, a indiqué lors d'une conférence de presse que 13 personnes sont décédées et 57 autres, dont 3 militaires, ont été blessés. Plusieurs maisons situées dans différentes localités ont également été endommagées. Le parti MSD demande au gouvernement du Burundi d'assister les victimes de l'explosion d'un dépôt d'armes et de munitions du camp militaire situé en zone Musaga, explosion survenue dans la nuit de mardi de cette semaine. Dans un communiqué publié ce jeudi, Maître François Nyamoya, secrétaire exécutif de ce parti, présente ses condoléances aux familles qui ont perdu des proches dans cet incendie. Suivez François Nyamoya. Le parti MSD a appris la triste nouvelle de l'explosion d'un dépôt de munitions survenu au camp militaire de Musaga. Nous avons appris que cet accident a occasionné des pertes en vie humaine et qu'il a fait de nombreux blessés ainsi que d'importants dégâts matériels. Nous avons sorti un communiqué à cet effet qui exprime ses condoléances aux familles qui ont perdu les leurs et qui leur témoignent une profonde sympathie. Le parti MSD souhaite également un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Par ailleurs, le parti demande au gouvernement d'assumer entièrement sa responsabilité en portant toute l'assistance nécessaire aux victimes de cet accident et de réparer les dégâts matériels qu'il a provoqués. Et nous demandons également au gouvernement de le faire le plus rapidement possible parce que nous sommes tous conscients des difficultés économiques dans lesquelles se trouvent les Burundis. C'est de la responsabilité du gouvernement, c'est son devoir, et c'est ainsi que le prévoit d'ailleurs le droit en vigueur dans notre pays. Le pays doit assumer cette responsabilité. Nous terminons notre communiqué en exprimant encore une fois nos condoléances aux familles éprouvées. C'était François Nyamoya, secrétaire exécutif du parti MSD. Une courte pause et puis nous abordons la page santé de cette édition. RPA. Chaque 2 avril, le monde célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'autisme. Mais l'autisme ne doit pas être considéré comme une maladie, plutôt il s'agit d'une différence dans la manière de percevoir et d'interagir avec l'environnement. Déclaration d'une technicienne en éducation spécialisée. Liliane Niyonzima indique que c'est un trouble de neurones qui rend difficile la compréhension de choses. Suivez Liliane Niyonzima. Trouble de spectre de l'autisme. L'autisme ne devrait pas être considéré comme une maladie. Il s'agit plutôt d'une condition avec laquelle une personne est née, une manière d'être. Un enfant autiste ne pense pas et ne perçoit pas des choses de la même façon qu'un enfant non autiste. Le traitement de l'information est différent, parfois plus lent ou organisé autrement. Contrairement aux autres maladies, on a l'habitude de dire « cette maladie peut être soignée et peut guérir ou ne pas guérir ». Et tu vis avec. L'autisme pour moi n'est pas une maladie, même s'il y a ce qui le qualifie de maladie. On est avec. C'est pourquoi il est plus juste de parler d'un état ou d'une condition. Comme je l'ai expliqué, les neurones ne sont pas connectés de la même manière. Ainsi, lorsqu'une personne autiste reçoit une information, la façon dont elle la comprend, l'analyse, l'organise et y réagit peut être différente. Cela peut rendre plus complexe le développement de certaines capacités comme la compréhension
ou l'apprentissage de manière classique, mais cela ne signifie pas une incapacité, simplement une autre manière de fonctionner. Liane Niyonzima souligne également que dans les pays développés, ce trouble est généralement détecté très tôt lorsque l'enfant est âgé entre 2 à 3 ans. En revanche, dans les pays en développement, le diagnostic intervient souvent plus tard, parfois lorsque l'enfant est déjà plus âgé. Suivez encore une fois Liliane Nijimbere. On commence généralement à observer les premiers signes chez l'enfant très tôt. Par exemple, dans le développement normal, un bébé interagit déjà avec ses parents. Pendant l'allaitement, il regarde sa mère dans les yeux, réagit aux mouvements autour de lui et tourne la tête lorsqu'on l'appelle par son nom. Même s'il ne parle pas encore, il communique déjà à travers le regard, les expressions et les réactions. Chez un enfant présentant des troubles du spectre de l'autisme, ces interactions peuvent être différentes. Il peut éviter le contact visuel, ne pas réagir lorsqu'on l'appelle ou ne pas prêter attention aux personnes et aux événements autour de lui. Cela est souvent lié à une difficulté dans la transmission et le traitement des informations au niveau du cerveau, contrairement aux enfants sans autisme. Dans les pays développés, ces signes sont souvent détectés tôt, généralement entre 2 et 3 ans, période où l'enfant commence à interagir davantage avec son environnement. Il cherche à explorer, à jouer, à suivre les autres ou à saisir des objets qui attirent son attention. En revanche, dans les pays en développement, ces signes peuvent passer inaperçus plus longtemps. Le manque d'observation attentive du développement de l'enfant fait que certains cas ne sont identifiés qu'à l'adolescence, voire à l'âge adulte, au-delà même de 18 ans. À ce moment-là, on remarque que la personne a des difficultés à participer aux échanges sociaux, préfère rester seule, se fatigue rapidement lors des interactions ou met du temps à comprendre et à répondre. On peut également observer d'autres comportements caractéristiques, un attachement à la routine, une très grande difficulté face au changement, des réactions intenses lorsque l'organisation habituelle est perturbée, ou encore la répétition fréquente de mots ou de phrases, écolalie. L'enfant peut aussi répéter continuellement une information récente, comme si elle restait bloquée dans son esprit. Tous ces éléments peuvent amener à suspecter un trouble du spectre de l'autisme et à envisager une évaluation par un professionnel. Dans notre prochaine édition, l'experte nous expliquera comment accompagner et aider les enfants présentant des troubles du développement comme l'autisme. Il s'observait une pénurie de médicaments dans différents centres de santé de la commune Gishubi en province Gitega. Les habitants de cette commune disent qu'il est honteux de constater que ces centres de santé manquent même de comprimés de type paracétamol. Ils demandent au gouvernement à se ressaisir en approvisionnant aux citoyens des médicaments en quantité suffisante pour leur bien-être. C'est un reportage signé Nadège Ilakote. Les habitants de la commune Gishubi font savoir que plusieurs centres de santé de cette commune font face à un manque criant de médicaments destinés aux malades qui vont s'y faire soigner. Ce qui inquiète le plus ces habitants, c'est qu'il y a même une pénurie des médicaments pour le traitement des vers intestinaux ou pour la fièvre, comme le paracétamol, alors qu'ils étaient toujours disponibles dans ces centres de santé. Dans les centres de santé de Mahonda, Buraza, Butezi, Buriza et ailleurs, il n'y a pas de médicaments. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Auparavant, cela pouvait arriver, mais pas à ce niveau. On ne peut pas y trouver du paracétamol, de l'ibuprofène, l'amoxicilline, le diclofenac suppositoire, etc. Même les médecins disent qu'ils ne voient pas ce qu'ils font dans les centres de santé parce qu'ils n'ont pas de médicaments à donner aux patients. Étant donné que les médecins disent aux patients d'aller acheter les médicaments dans les pharmacies, ces habitants indiquent que cela ne leur est pas du tout facile car les prix des médicaments sont élevés. Ils craignent que la pénurie de ces médicaments puisse engendrer plusieurs conséquences sur la santé de la population.
Quand nous y allons nous faire soigner, les médecins nous consultent, nous prescrivent des médicaments, mais ils nous disent d'aller les acheter dans les pharmacies, ce qui ne facilite pas les patients. Les médicaments sont très chers dans les pharmacies. Un seul comprimé d'albendazole s'achète à 1500 francs et les comprimés pour la malaria sont à 7000 francs. Les conséquences sont que les habitants peuvent acheter des médicaments périmés ou encore les gens peuvent ne plus se rendre au centre de santé et s'automédicamenter, ce qui peut être néfaste pour leur santé. Les habitants de la commune Gishuvi demandent aux autorités habilitées de leur fournir des médicaments en quantité suffisante pour qu'ils puissent être bien soignés, car si la population n'est pas en bonne santé, le pays ne peut pas atteindre le développement durable. Merci Anna DG. Poursuivons notre édition avec les boissons alcoolisées fortes de différents types qui continuent de faire des victimes dans la commune de Muyinga en province de Buhumuza. En l'espace d'un mois, 2 personnes sont déjà mortes à cause de certaines de ces boissons très consommées. Éloge Divin, les Messa nous en dit plus. Dans les quartiers de Mokoni, Kinyota, ainsi qu'au quartier Swahili près du stade, dans la ville de Muyinga, ce sont principalement des jeunes et des hommes qui consomment des boissons fortement alcoolisées. Au niveau des zones fortement peuplées, la consommation de ces boissons commence dès 8 heures du matin. Certains jeunes, y compris ceux issus de familles aisées, en consomment toute la journée jusqu'au petit matin. Les parents dont les enfants consomment ces boissons continuent de se plaindre, mais aucune mesure concrète n'est prise par les autorités administratives. Lors d'une réunion tenue ce mardi dans la ville de Muyinga, les chefs de zone de la commune Muyinga ont informé le gouverneur de la province de Buhumuza que ces boissons fortement alcoolisées, notamment le kik et d'autres contenues dans des bouteilles en plastique, ont déjà causé la mort de 2 personnes en l'espace de 2 semaines. Ils ont également demandé au gouverneur de prendre des mesures car ces boissons constituent une menace pour de nombreuses personnes. Denis Ndaloé, qui est le gouverneur de la province de Buhumuza, a indiqué que cette question sera transmise aux instances compétentes supérieures, étant donné que ces boissons dénoncées sont produites par des personnes disposant d'une autorisation délivrée par les services chargés du contrôle de la production et de la qualité des boissons. Merci à Éloge Divin, Remesha. Il y a un peu moins de 2 mois que le prix d'un sac de charbon de bois est augmenté de 20 000 francs burundais dans la commune Muramvya en province Gitega. Pour ceux qui utilisent quotidiennement ce combustible, il est désormais difficile de s'en procurer sans disposer d'un montant compris entre 3 000 et 5 000 francs burundais par jour. N'est-ce pas digne, Caron? Des prix du charbon de bois continuent de grimper dans différentes localités du pays. Dans la commune de Muramvya, un sac de charbon, qui en plus n'est même pas bien rempli, a connu une hausse significative ces derniers jours, précise notre source. La vie continue de devenir extrêmement difficile dans la province de Muramvya. Ces derniers jours, la situation est vraiment alarmante et nous laisse sans voix. Imaginez seulement un sac de charbon qui en plus n'est même pas rempli, coûtait entre 40 000 et 45 000 francs il y a à peine 2 mois. Aujourd'hui, ce même sac est vendu entre 65 et 70 000 francs. Selon toujours notre source, les ménages qui n'ont pas les moyens d'acheter un sac entier, lorsqu'ils doivent cuisiner, y compris les haricots, ils ne dépensent pas moins de 4 000 francs par jour. Pour une personne qui n'a pas les moyens d'acheter un sac, contrainte d'acheter du charbon au jour le jour, en petite quantité, il est difficile dans ce cas de dépenser moins de 3 000 francs par jour. Et lorsqu'il s'agit de cuire des aliments comme les haricots ou les grains de maïs, cela exige encore plus de charbon, ce qui revient à une dépense comprise entre 4 000 et 5 000 francs. Face à cette situation, les habitants lancent un appel aux autorités afin qu'elles prennent des mesures concrètes pour freiner la hausse continue des prix. L'État devrait analyser les causes de la hausse des prix et agir en conséquence, soit en les réduisant, soit en augmentant les salaires. À mon avis, c'est en revalorisant les salaires que la situation pourrait réellement s'améliorer et retrouver un certain équilibre.
Merci à Digne Carondo et c'est par ici, à mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA par la langue française ce jeudi 2 avril, l'an 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vianney Nazoué. Passez d'agréablement chez vous.